Samedi 14 janvier 2023, la librairie Ombre Blanche recevait le romancier américain Colson Whitehead, couronné 2 fois du prestigieux prix Pulitzer pour Underground Railroad en 2017 et pour Nickel Boys en 2020. Il y présentait ce jour-là son nouveau roman Harlem Shuffle, paru chez Albin Michel, lors d'une rencontre animée par le libraire Joël Rénal et traduite par Benoît Sévrac. Bonne écoute. Merci d'éteindre vos portables. Je vois que le silence s'est fait. Merci pour votre présence très nombreuse. C'est vrai que c'est une occasion exceptionnelle. Moi, je vais juste dire quelques mots d'accueil. D'abord, la bonne nouvelle, c'est que nous avons des écrivains qui viennent de l'étranger après des mois, voire des années maintenant, bientôt 3 ans d'épidémies qui ont empêché, y compris des festivals importants, puisque America, combien de fois, Francis, a été, il y en a eu 2 éditions reporté et annulé. Voilà, reporté, annulé. Donc maintenant, voilà, on ne reporte plus, on annule, enfin j'espère. Et donc merci Colson Whitehead d'avoir accepté l'invitation qui vous a été faite par votre éditeur français, et je suis là pour le remercier particulièrement. Donc Francis Geffard, qui dirige le domaine des traductions et particulièrement des livres traduits de l'américain, de l'anglais aussi, de l'irlandais, de l'écossais, pour cette belle maison. Voilà, Francis est quelqu'un que je connais depuis, qui a cofondé avec moi le mouvement L'œil de la lettre au début des années 80. Francis avait 20 ans quand il a fait sa première librairie à Vincennes, 1000 pages, qui est aussi cette librairie depuis laquelle le festival America, si important, ce festival où on reçoit essentiellement que des écrivains américains, que des Nord-Américains, chic. Voilà, donc merci Francis d'avoir fait cette proposition. C'est pas la première fois que tu viens à Toulouse avec des auteurs américains, mais ça faisait bien longtemps. Voilà, pour animer, dialoguer avec Colson Whitehead, Joël Rénal de la librairie Ombre Blanche, bien connu, va donc faire le dialogue avec lui. Puis vous aurez un moment pour dialoguer avec Colson Whitehead. Et Benoît Séverac fait la traduction. On le remercie. Et Benoît, lui, est à la fois auteur, écrivain. Et puis je crois que c'est la 2e ou 3e fois que Benoît accepte d'être l'interprète pour un auteur de langue anglaise. Il y a du chinois à votre actif? Non, pas le chinois, bon, que l'américain. Voilà, et moi je vais m'éloigner prudemment avec ma canne qui est anglaise. Voilà. Et je vais laisser Joël commencer. Bon, merci à tous, bon après-midi. Oui, la séance de dédicace, profitez-en, il n'est pas si fréquent qu'on reçoive Colson Whitehead à Toulouse. Elle sera ici même, donc vous pourrez passer par l'allée de droite, l'allée de gauche. Merci à tous et bon après-midi. Alors évidemment, en premier, je vais remercier Colson Whitehead d'être ici, mais merci Christian de cette introduction. Merci aux éditions Albin Michel qui ont permis cette rencontre, ce rendez-vous. Merci de traduire Benoît à la volée, et bravo également, tant qu'on est au remerciement, à la traduction de Charles Récourcé. Je sais que beaucoup d'entre vous n'ont pas eu encore l'occasion de lire le livre qui n'est pas sorti. D'ailleurs, qui a lu le livre? Ça, je pense que ça ira plus vite. Donc on va essayer de marcher sur des œufs. Il s'agit d'un roman policier. On va essayer de ne pas trop vous révéler de choses. Écoutez, donc merci Colson d'être là. Et peut-être la première question, comme je le disais, ce livre ressortant un peu, mais pas uniquement, du genre du roman policier, peut-être qu'il vous appartient à vous, avant toute chose, de résumer ce livre pour décider de ce que les non encore lecteurs de votre roman ont le droit de savoir avant de le commencer. Well, first, thanks so much for coming out today. Thanks so much for coming out. I usually spend Saturday afternoons in my apartment weeping over my regrets. So this is a nice change of pace for me, anyway. Donc merci beaucoup d'être là un samedi après-midi. En général, je passe mes samedis après-midi dans mon appartement en train de pleurnicher sur mes regrets. Donc c'est un changement total de perspective pour moi. For me, the heist story is primarily a film genre. So this book was inspired by famous heist movies
like The Killing by Stanley Kubrick, Rififi, the movies of Jean-Pierre Melville. Oui, donc c'est vraiment, oui, effectivement, un roman de braquage inspiré par des films comme ceux de Melville, entre autres. Et Heist lui-même. So the book follows, it's a crime novel, although it's primarily a portrait of a man named Ray Carney. He's a fence, a dealer in stolen goods. Oui, donc c'est un polar, mais c'est essentiellement un roman portrait d'un personnage qui lui-même tient un magasin de meubles volés, de marchandises volées, quoi. Enfin, de meubles officiellement et de marchandises volées accessoirement. He's a fence in that he deals in stolen goods. Many criminals who are fences often have a storefront where they sell legitimate merchandise like electronics or used furniture, and then they have their illicit, unlawful business in the back of the store. Oui, donc c'est un reseller. Donc comme beaucoup de resellers, ils ont souvent un magasin qui est une couverture, en fait, une vitrine légale de marchandises, là en l'occurrence donc de meubles d'occasion, et derrière ils ont un marché illicite. So that suggested to me divided psychology, a split personality. So my main character, Ray Carney, appears to be an upstanding member of the Harlem community, a store owner. He sells furniture. But he's starting to get in touch with his criminal side. And over the course of the novel, we see him embrace, reject the darkness inside him. Oui, donc il a une double personnalité en fait. Donc d'un côté, c'est un personnage, une personnalité de Harlem, très respectable, les gens qui sont en train d'émerger, donc il a son commerce tout à fait légal. Et d'un autre côté, il a cette criminalité en lui, qui est en train de le gagner. Et en fait, il y a un dialogue permanent en lui-même entre accepter, rejeter cette part de criminalité. Merci beaucoup. Donc, justement, je voulais parler en premier lieu de cette galerie impressionnante de personnages qui sont plus attachants les uns que les autres, et le personnage de Ray Carney étant l'un des plus attachants. Et il a effectivement une personnalité assez clivée, puisqu'on a l'impression un peu que dans le livre, il va passer au départ, il est un peu voyou contre son gré, disons, forcé par les circonstances, puis il va devenir un criminel assumé, en fait. Alors je voulais savoir aussi si ce personnage très attachant, très complexe, était le personnage d'un roman de formation, ou au contraire, si c'était le roman d'une désillusion pour Ray Carney. He's in progress. I can't say by the end of the book he's arrived at any one place. It's a snapshot of a man's life in 1959, 1961, 1964. Different scenes in his relationships and his business. Oui, il est en progrès. Il est en cheminement, mais on ne peut pas dire qu'il soit vraiment arrivé quelque part à la fin du roman. C'est un cliché, un polaroid un petit peu de ce qu'il est, et de différentes situations, différentes scènes, et de différentes relations qu'il a avec son business. He's in progress, and we're seeing different aspects of his life and his personality as he's tested by the criminal forces he's in business with, as he's tested by racism in Harlem, as he's tested by the forces of class. How does he fit into the social hierarchy of Harlem? Oui, en fait, encore une fois, il est en progrès, et ce qu'on voit, ce sont les différentes vies qu'il a, les différentes personnalités qu'il a. Quand il est challengé, un petit peu testé remis en question par les différentes personnes, différents partenaires qu'il a dans son business. Quand il est aussi confronté aux questions de race et du racisme dans Harlem, et les questions de classe aussi, classe sociale, à l'intérieur même de la communauté noire, et la façon dont il s'insère là-dedans, dans tout ça.
And along the way, there's a lot of murders and mid-century modern furniture. Et donc tout le long de ce chemin, il y a beaucoup de meurtres. Et and what do you say about the furniture? Mid-century modern furniture, Dutch, voilà. Danish. Donc on a toute une galerie de meubles du moitié du siècle, danois, C'est plutôt hollandais. américain. Et justement, pourquoi est-il marchand de meubles? Je pose la question au romancier, pas au. Pourquoi vous avez choisi d'en faire un marchand de meubles? Well, again, I wanted to give him a profession where he can have a store, a front to the world. I didn't know how much choosing furniture would pay off. Sometimes there's an autobiographical element to my characters. There's a lot of me in the main characters or the supporting cast. Oui, donc encore une fois, je voulais qu'il ait... parce que je pensais qu'un marchand de meubles avait une façade, ça correspond bien à ce dont j'avais besoin pour mes personnages. Choisir aussi, c'était peut-être se poser la question de savoir si ça allait rapporter, combien ça rapportait un marchand de meubles et combien moins ça pouvait me rapporter parce qu'il y a beaucoup d'éléments autobiographiques dans le choix de mes personnages. Il y a beaucoup de moi. And sometimes not. For example, in my book, The Underground Railroad, the main character, Cora, has nothing of me in her, which is probably why it's my most popular novel. Donc, oui, ça, c'est pas toujours vrai. La part d'autobiographie dans mes personnages n'est pas toujours vérifiée. La preuve dans le personnage de Cora, dans Underground Railroad, qui n'a rien de moi, et c'est peut-être ce qui explique le succès de ce roman. I knew there was some of me in Ray Carney, but I didn't know until the end of the book how much love I had for mid-century modern furniture. A novel is a journey of discovery for the reader and the writer. Oui, donc en fait, il y a beaucoup de Ray Carney dans le personnage principal. Il y a beaucoup de moi dans Ray Carney, mais je ne l'ai pas su avant la fin du roman, finalement. C'est quelque chose que j'ai découvert à la fin du roman. Et j'ai découvert d'ailleurs à quel point il y avait beaucoup d'intérêt chez moi pour les meubles donc, du mid-century, du moitié de siècle moderne. Ce qu'on appelle l'époque moderne. Je crois qu'on dit moderne chez nous, tout simplement. Non ouais. Et en fait, c'est ça, un roman aussi. C'est une découverte à la fois pour les lecteurs, mais pour les auteurs aussi. Et alors, la découverte qu'on fait nous, en tout cas que moi j'ai fait c'est pour le personnage de Ray Carney, vous ressuscitez une pratique qui est abandonnée, celle de la dorveille, de la nuit en deux étapes en fait. Avec un premier sommeil immédiatement après la sortie du travail, grosso modo, une période d'activité au milieu de la nuit et une période d'activité et une deuxième période de sommeil après cette période d'activité. Je trouve cette résurrection très intéressante d'une part et d'autre part romanesquement, narrativement très très riche. C'est quelque chose de la personnalité double de Carney qui s'exprime là-dedans. Yeah, the phenomenon of the Dorvey presented itself as a good metaphor for the criminal life. I read a magazine article about it a few years ago. Before we had electricity, people like farmers would go to sleep at twilight, wake up around 11, have 1 or 2 hours of wakefulness where they do work, other things, and then go back to sleep. So people slept in 2 phases. Oui, en fait, c'est représentatif de la criminalité et ça, finalement, ça renoue avec quelque chose qu'on avait autrefois, notamment quand les gens travaillaient la terre et n'avaient pas l'électricité. Il y avait cette double phase de sommeil. On pouvait aller se coucher, se réveiller et puis faire certaines activités et retourner se coucher. Mais c'est aussi en parallèle avec l'activité des criminels. Ouais. And obviously, 11 p.m. to 1 a.m. is the time of criminals, writers, insomniacs, and alcoholics. So it seemed like a good place to explore some of Carney's personality. Oui, donc de 11h du soir à 1h du matin, c'est vraiment l'heure des criminels, l'heure des auteurs, des insomniaques et des auteurs.
Des alcooliques, pardon. Non, des auteurs aussi, non, je l'avais déjà dit. Sometimes all of them together in one person. Yes. I overlap with some of them at different points in my life. But I felt that, I'm always collecting bits of information about New York, newspaper articles that might turn into something useful in a novel 5 or 10 or 20 years later. And in this case, Carney's midnight activity was sort of perfectly described by the Dorvey. Oui, donc, donc pour la blague, il arrive parfois que ma personnalité, ou dans ma vie, je suis passé d'une catégorie à l'autre, entre criminel, alcoolique, insomniaque et auteur. Non, il s'inspire beaucoup d'articles publiés dans la presse de New York qui peuvent se révéler intéressants pour du romanesque plus tard, souvent 5, 10, 20 ans plus tard. Et je forgot the last part of the Dorvey. Just the midnight activity of the Dorvey was a good space to explore for Carney's character. Donc oui, l'espace minuit, là, minuit, 1h du matin, est un bon espace dans ce roman pour Ray Carney et pour la résurrection, donc cette phase de réveil, Dorvey. Oui, qui s'appelle Dorveil en français aussi. Dorveil, on dit, ouais. On dit en français, oui. Mais c'est quelque chose que j'ai appris. Donc, il y a également, il y a énormément de personnages dans ce roman qui sont très très bien campés, des fois très rapidement, certains, par contre, qui vont être des personnages récurrents, qui vont se développer d'une manière passionnante tout le temps. On n'a jamais la clé d'un personnage dès le départ. Au contraire, il va s'installer lentement. Et dans ces personnages, j'aimerais encore en isoler un ou deux. Freddy, le cousin de Ray, qui est un peu son côté... alors on dirait que Freddy, c'est un peu le côté libre et définitivement rebelle et transgressif de Ray. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition? Well, Ray Carney is our protagonist, and I've tried to create a very complete supporting cast for him, drawing out different qualities of him, whether it's his wife Elizabeth, his cousin Freddie, Pepper, the seasoned criminal who enters the story and plays a larger and larger role. Oui, j'ai essayé de donner toute une panoplie de personnages secondaires qui sont là pour soutenir le personnage de Ray et qui soutire de Ray des qualités, ou en tout cas des traits de personnalité qui sont la sienne. Donc sa femme, d'un côté, Pepper, un autre criminel, et qui prennent, notamment lui, prend de plus en plus de place au fur et à mesure que le roman avance. Freddie and Carney are the same age. They're more like brothers than cousins. And no one actually knows how, understands the extent of Ray's criminal life, except for Freddie. When they were little, they would steal comic books, candy, always at Freddie's urging or instigation. It's less attractive when you're 30 and still engaged in criminal activity. So Freddie is always pulling Carney into the dark side. Oui, Freddie et Ray sont plus deux frères que deux cousins, ils ont le même âge. Et seul Freddie, dans le roman, connaît le passé criminel, en tout cas les tendances criminelles de Ray, parce que quand il était petit, il piquait des BD, il piquait des bonbons, et encore aujourd'hui, donc c'était toujours déjà à l'époque à l'instigation, sous l'influence de Freddie. Et encore aujourd'hui, donc Freddie est là pour ramener Ray dans ses activités criminelles, dans ses penchants criminels. Ok, merci. Il y a énormément de personnages, on ne va pas tous les passer. Il y a Pepper qui est complètement fascinant, qui est un personnage que vous verrez se développer petit à petit. Mais il y a des tout petits seconds rôles qui sont juste magistraux, comme Zippo, le photographe, ou Sandra, la serveuse du dîner. Mais il y a un personnage très particulier, je crois, il faut le dire, c'est la ville de Harlem, c'est une ville qui bouge, qui se modifie, aussi bien sociologiquement, symboliquement que matériellement.
on la voit, on voit des quartiers naître, disparaître, des immeubles. Elle a sa propre dynamique, ses propres intentions, la ville, le quartier de Harlem à l'intérieur de New York. Est-ce que vous seriez d'accord pour dire que Harlem est un personnage de votre roman? Well, yeah, I mean, for years, you hear critics say about this or that book, oh, San Francisco is almost a character in the novel. Dublin is almost a character in Ulysses. And I thought it was such a dumb cliche. And then halfway through writing this book, I was like, I guess New York is a character in the book. And I decided to accept it and let my love for New York express itself. Oui, pendant des années, j'ai entendu dire cela quand on parlait aux auteurs ou quand on parlait d'un bouquin. Ah, San Francisco fait partie, est le personnage de ce roman. Dublin est le personnage de ce roman. Il pensait à Joyce. Enfin, et puis, bon, finalement, quand j'ai écrit ce roman, je me suis aperçu que, bah oui, peut-être que New York est un des personnages de ce roman. Et j'ai fini par l'assumer et assumer aussi mon amour pour cette ville. Et alors, justement, vous dites New York est un des personnages du roman, mais la question que j'avais presque envie que je vais vous poser en fait, c'est est-ce que Harlem est à New York? On a tellement l'impression d'être dans Harlem et que est-ce que Harlem n'est pas quelque chose de complètement à part à l'intérieur de New York par moment? It's all New York. New York is Brooklyn and Harlem and Central Park, and the waterfront, and the highways. So for me, it's all one beautiful creature. Non, tout ça, c'est New York. New York, c'est Central Park, c'est Harlem, c'est le Bronx, c'est le waterfront, enfin les quais, et même les autoroutes, enfin tous les échangeurs, tout ça, c'est New York. The book mostly takes place in Harlem. If you're going to write a crime novel with black protagonists in the 60s, it's either Harlem or Brooklyn. I didn't really hang out in Harlem growing up. I lived there when I was very young. Oui, ça se passe essentiellement dans Harlem, parce que évidemment, quand vous voulez parler de criminels, de noirs à New York dans les années 60, vous parlez essentiellement soit de Brooklyn, soit de Harlem. Donc moi, je n'ai pas passé énormément de temps à Harlem, mais you grew up there. Mais tout petit, il y était. Ouais, voilà. Mais, so I had to do all the research to make it real to me and then real to you. So reading histories, walking around different parts of Harlem, trying to see where Ray Carney lives, where's his office, where did he grow up. Oui, donc j'ai dû me pencher sur la documentation pour faire en sorte que ce soit réel pour moi, mais donc aussi pour vous. J'ai dû beaucoup lire sur Harlem, marcher dans Harlem, voir les différents endroits de Harlem dans lesquels Ray, le personnage, évoluait, où étaient ses bureaux, où était son appart. I walked past a famous hotel, the Hotel Teresa, 1,000 times in my life, but didn't know about its history in the 40s and 50s as the capital of Black America. It's where all the celebrities would stay, singers, prize fighters, actors. Oui, donc je suis passé des milliers de fois devant l'hôtel Teresa, ou Teresa, qui est dans le roman, et sans savoir, avant de me pencher sur ce roman, que dans les années 40 et 50, c'était la capitale de l'Amérique noire. Et donc toutes les célébrités noires passaient là, descendaient là, à cet hôtel, donc des auteurs, des comédiens, des chanteurs. And so I'm gathering all this information about Harlem, slang, how people talk, the nightclubs, the names of gangsters, and then I have to figure out what I can use for the book. And in the example of the Hotel Teresa, seems like a very nice place to rob. Oui, donc j'ai dû apprendre l'argot,
le nom des boîtes de nuit, le nom des gangsters de l'époque. J'ai dû me documenter sur tout ça pour savoir ce que moi je pouvais en faire. Et l'hôtel Teresa donc, faisait partie de cette documentation et ça m'a semblé un très bon endroit pour faire un braquage, quoi. Enfin, Et justement, où est-ce que, au moment où commence votre roman, donc en 1959, où est-ce qu'en est Harlem dans les différentes, dans son histoire, dans les mutations qui le traversent? Où en est Harlem au moment où commence le roman? Well, there have been many phases. In the 1850s, Harlem is farmland, and then real estate interests build townhouses for neighborhoods that don't exist yet, a population that has not come yet. oui, dans les années 1850, c'était des terres agraires, hein, agricoles, quoi, des terrains agricoles. C'est plus tard donc que sont venues des populations qui ne vivaient pas là et ont commencé à s'installer là. Voilà, il y a eu plusieurs phases dans Harlem, dans la construction d'Harlem. And the first inhabitants are white Europeans, Italian, Irish, German, Jewish people who have come for a new start. They enter the middle class, move downtown to the suburbs, and then there's a migration of black people from the South trying to escape discrimination. Oui, donc les premiers habitants étaient des Blancs, en fait, essentiellement des Européens, hein, qui fuyaient, qui voulaient se faire reprendre un nouveau départ. Et puis, petit à petit, ils ont accédé aux classes moyennes et sont partis de Harlem, sont partis pour les faubourgs ou pour le centre-ville. Et les premiers Noirs sont arrivés à ce moment-là, qui, eux, fuyaient la ségrégation dans le sud des États-Unis. That's in the 1920s. Then there's an influx of people from Puerto Rico, the Dominican Republic. And in the late 50s, we're starting to see a rise in poverty, the increase in drug traffic. And from then, Harlem's fortunes are up and down across the decades. Oui, c'est donc dans les années... Là, on était dans les années 20, hein, quand les premiers habitants les premiers Noirs sont arrivés. Sinon, après, tous les Portoricains, les Dominicains sont arrivés, se sont installés. Et puis, dans les années 50, on est arrivé à une phase où il y a une croissance nette de la pauvreté, de trafic de drogue également. Et puis, depuis Harlem, depuis les années 50, c'est des phases des bonnes périodes et des mauvaises périodes. On passe par des alternances de up and down, quoi. And then now, Harlem is nice and clean and welcoming again, and the great grandchildren of the Jewish and German immigrants, the yuppies, are now back gentrifying Harlem. So the cycle continues. Oui, donc aujourd'hui, Harlem est bien propre, nettoyé, de nouveau fréquentable. Et les arrière petits-enfants des Juifs et des Allemands qui étaient venus se réfugier à Harlem au 19e siècle, fin 19e, début 20e, reviennent et en fait sont en train de gentrifier Harlem aujourd'hui. C'est le phénomène de cycle qui s'opère. Et 59-64, donc l'arc dans lequel se situent les trois parties du roman Harlem Shuffle, c'est un moment charnière dans l'histoire de la lutte pour les droits civiques, puisqu'il y a les incidents très connus dans les années 50, et qu'à la fin du roman, enfin, juste après la fin du roman, vont être promulgués les actes, le Civil Acts, les Voting Acts, etc. Donc je voulais savoir si c'était... J'imagine que ce n'est pas un hasard si votre roman se situe exactement dans ce moment-là. Well, I mean, there are various elements to choosing that time period. Before I even had a main character, I thought that the criminals in the book would take advantage of a catastrophe in New York City. While the police are distracted with some big calamity, they can use that as a cover for their crimes. Oui, donc à part mon choix du personnage de Ray, outre ça, il me semblait intéressant d'utiliser une période pendant laquelle il y avait, qui était mouvementée, avec des
cataclysmes, etc., que sont les droits civiques, les luttes, les manifestations, qui occupaient les flics. Et que c'était le bon moment pour faire un casse ou pour mener une activité criminelle. In 1977, there was a city-wide blackout, but that seemed too obvious. There was a week-long riot in the early 1940s, but Ralph Ellison used that for Invisible Man, so that's his. And then Ralph Ellison, Invisible Man. Oui, donc en 1977, il y a eu un blackout de l'électricité complet dans New York. Mais ça, c'était trop évident. Après, il y a les années 40, pendant lesquelles il y a eu beaucoup de révoltes, mais ça a déjà été utilisé donc par, j'ai déjà oublié, Ralph Ellison, pardon. Et donc dans L'Homme Invisible, et donc ça, c'était déjà pris. In 1964, a young black boy was killed by a white policeman, and there was a week of riots. And I thought maybe the week after the riots would be a good moment to explore. It's in between. People are trying to figure out how to go back to their daily lives after this disruptive event. In the same way that we're about to have this great civil rights legislation come down, it hasn't yet happened yet. So we're in between, and that seemed a good moment. That was 54. 64. Donc en 1964, il y a un jeune noir qui a été tué par la police. Et la semaine qui a alors, il y a eu une semaine de révolte, de manifestations et d'émeutes en fait dans New York, et ça me semblait bien une semaine après, et c'était la période aussi qui pouvait être intéressante. Parce que c'était une période un peu entre les deux. C'est-à-dire que les émeutes sont redescendues, les gens ne sont pas encore retournés complètement travailler. Enfin, c'est une période un peu entre les deux. 1964 is the year of the World's Fair. It was held in New York City. And one of the themes was space travel, the future, how we'll live. But 3 miles away from the World's Fair, we have rundown Harlem, the poverty, the empty buildings. So there's that American contrast between what we see in our future versus how we actually live now. Oui, donc 1964, c'est aussi l'année de la exposition universelle, pardon, on va me chercher le World Fair, et qui a eu lieu à New York, et donc qui était dédié essentiellement au voyage dans l'espace, toutes ces choses-là, comment on vivra dans le futur. Et à côté de ça, à 3 miles de là, il y avait Harlem qui se cassait complètement la figure avec des bâtiments vides. Et c'est belle illustration du contraste américain entre ce qu'on rêve de vivre et la réalité de la vie des gens, quoi. Et la troisième partie, et comme l'expliquait Colson, la troisième partie du livre est vraiment utilise très efficacement l'émeute, le contexte émeutier qui se déroule à cause de l'assassinat complètement injustifié d'un jeune noir par un policier blanc. Et ce qui m'a frappé, c'est que avec la médiatisation, ce genre d'incident revient très très régulièrement dans l'actualité. On peut penser à Rodney King en 99, on peut penser bien entendu à George Floyd, on peut penser à... Est-ce que de mettre en avant ces émeutes de 1964, c'est aussi quelque part une manière de dire que rien n'a changé, que les choses changent très difficilement? Things don't change and things move very slowly, but you don't need me to tell you that. The George Floyd, you might think of the dead boy in the book and think of George Floyd. For me, it's one of 100 incidents, 100 young black men who've been slain by police. So I have a different relationship to the numbers. The fact that anytime I have an encounter with the police, it can go wrong and I can be killed if it goes the wrong way, makes me less attached
makes me not think of George Floyd, but of my own existence in America. Oui, alors pour savoir que les choses changent pas, ou si elles changent très lentement, vous n'avez pas besoin de moi. Maintenant, je crois qu'on n'a pas le même rapport au nombre, aux chiffres, que je n'ai pas le même rapport au nombre et aux chiffres que vous, parce que pour moi, ce n'est que... Enfin, George Floyd, ou ce garçon qui a été tué en 64, ce ne sont que un exemple ou deux exemples parmi des centaines. Et moi, ce que je pense plutôt, c'est à chaque fois que j'interagis avec un policier, je sais que selon comment ça peut tourner, je peux mourir. Je peux être assassiné, parce que ça, c'est à n'importe quel moment. Et donc, si vous voulez, la question de l'assassinat de George Floyd me ramène plus à ma condition à moi. Je pense plutôt à moi et mon rapport à la police qu'aux chiffres. Il m'a semblé distinguer dans tous ces gens qui peuplent votre roman une espèce de désintérêt pour la politique, ou en tout cas, il est peu fait mention de la politique en tant que telle, d'élections, de représentants, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui est... Alors, est-ce que ma sensation est juste, d'une part? Et si c'est le cas, est-ce que c'est quelque chose qui était global à l'époque, qui faisait partie du système dû à, je sais pas, à la corruption, ou peut-être uniquement à la difficulté de vivre qui a empêché de se consacrer à la politique? Yeah, it's just realism. I mean, I think maybe there's a point of view that every single black person is marching with Dr. King. Some people care about politics, some people don't give a shit. Some people are 70 years old and have only seen discrimination and racial injustice. And why should they believe that in a few months all this great civil rights legislation will be passed? It's more pragmatic to think that it's actually impossible. Ouais, c'est juste une question de réalisme. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il y a une tendance à penser que tous les Noirs aux États-Unis marchent avec le Dr. King. Et en fait, il y a quand même, oui, il y a des gens qui s'intéressent à la politique, et il y a quand même aussi pas mal de gens qui s'en fichent complètement. C'était plus grossier que ça dans la formulation. Et donc oui, il y a beaucoup de gens de 70 ans qui n'ont jamais connu autre chose que la discrimination. Et donc pourquoi penserait-il que les choses vont changer avec le Civil Rights Act? Bon, c'est qu'une question de pragmatisme. Ne pas y croire, c'est être pragmatique. So it's realism. You know, there are people who are working 14 hours a day, and they're more concerned with getting food on their table than what Malcolm X is saying on 125th Street. In general, only half the population of America votes in elections, and that's probably a higher number among criminals. Oui, donc, bon, la plupart des gens, encore une fois, c'est du réalisme. La plupart des gens travaillent 12 heures par jour, 14 heures par jour, pardon, pour mettre de la nourriture sur la table le soir en rentrant. Et donc, ils ont autre chose à faire que d'écouter les discours de Malcolm X sur la 125. Et donc, il y a très peu de gens aux États-Unis aussi qui votent. 50%, you said. Et bon, donc 50% de la population ne vote pas aux États-Unis. Et cette proportion de non-votants augmente certainement parmi les criminels. Like, I don't think that the robbers are going, oh, okay, we're going to knock over the bank on Tuesday. Tuesday, that's election day, you know. We have to reschedule. Oui, je pense pas qu'un criminel se dise on va braquer une banque mardi, et puis que l'autre lui dise mais mardi, mais non, c'est le jour des élections, il faut repousser, quoi. Donc je pense pas que ça arrivera comme ça, quoi. Ok, et c'est très bien votre remarque, puisqu'en fait, on aurait vite fait d'oublier de dire à quel point ce roman est drôle aussi. Il y a énormément d'humour, il y a des punchlines, il y a des situations complètement abracadabantesques, pardon pour le traducteur. Il y a des situations hautement improbables, on va dire, qui se produisent. Il y a l'histoire du flic qui déteste les souteneurs parce qu'il lui a piqué, il y en a un qui lui a piqué son sandwich, etc., etc. Vous faites quel usage de l'humour pour vous dans votre travail? Well, I mean,
there are many sort of topics and themes I return to. New York City, race and American history, pop culture, humor. You know, I try to have put as many jokes as I can in my books if they can accommodate them. Obviously, the Underground Railroad and the Nickel Boys didn't have a lot of room for the kind of play that I enjoy. Oui, il y a beaucoup de thèmes qui reviennent chez moi, comme la race, enfin la question de la race, de New York, la culture pop et l'humour. L'humour, pour moi, c'est vrai que j'essaie de placer un maximum de blagues dans mes romans, et c'est bon, peut-être que voilà, ce qui se passe aussi avec les deux précédents, Underground Railroad et j'ai oublié et voilà, c'est Nickel Boy, en fait c'est dans l'autre sens, non? Oui, je crois. Et c'est qu'il n'y avait pas tellement de place dans ces romans-là pour ce genre d'humour-là. Ouais, c'était pas. So sometimes I can make jokes, sometimes I can't. It was a relief from the first page to write Ray Carney's story because he can win sometimes. He's not as determined by the social structures of slavery and Jim Crow as in those last two books. Oui, alors c'était un vrai plaisir de commencer une histoire avec quelqu'un comme Ray, parce que lui peut gagner. Quand même. Il n'est pas victime du déterminisme social comme le sont mes précédents héros. And it's how I see the world. I think the world is tragic, the world is absurd. We go between terrible moments and ridiculous moments in our lives from hour to hour, and that's how I see the world. I grew up on Richard Pryor and George Carlin, very funny people who in their stories will dive down into what terrible people we are, and then pull us back into a humorous take or version of it. Oui, on passe par des moments dans la vie qui sont terribles, et une heure plus tard, on peut être dans un moment où on est complètement ridicule. Et je crois que c'est. Enfin, j'ai oublié. Il a grandi en écoutant de grands humoristes. Ouais, voilà, d'accord. Merci. Ouais. And Richard, comedians who mix social satire, an honest, if depressing, depiction of how we live and treat each other, and then also jokes and humor about how terrible we treat each other. Oui, donc il a beaucoup écouté aussi des comédiens satiristes qui se moquent, qui pointent ô combien nous sommes cruels les uns envers les autres, et qui en même temps le font en étant cruels avec les autres. Vous parliez justement de la continuité entre vos œuvres. Sur les trois dernières, pardon. Il y a deux choses que j'ai repérées, c'est qu'à un moment vous faites mention du nombre d'ossements qui sont qui forment les soubassements de Manhattan. Et il y a aussi le fait que l'épouse de Ray travaille dans une agence de voyage qui permet aux Noirs, les Freedom Riders, de descendre dans le sud dans des conditions d'une certaine sécurité. Et je ne peux pas m'empêcher de penser à Nickel Boys, où toute l'histoire démarre parce qu'on trouve en creusant des ossements, et je ne peux pas m'empêcher de penser à Underground Railroad, où il y a de manière métaphorique une espèce d'agence de voyage qui permet aux Noirs d'aller du sud vers le nord. C'est un clin d'œil que vous faites à vos œuvres précédentes, ou c'est des motifs qui sont fondamentaux chez vous? Well, I mean, there are themes across the novels. If you're writing realistic novels about Black life in America, then often whatever is happening in terms of civil rights and Black rights will enter, but then sometimes not. Oui, il y a des thèmes qui passent d'un roman à l'autre. Évidemment, si vous parlez des Noirs, vous allez souvent parler quand même du mouvement des droits civiques, mais pas forcément.
pas forcément. Mais oui, il y a des thèmes qui passent de l'un à l'autre, qui sont transversaux. Certainly, if you, most people are coming to my work with the Underground Railroad and afterwards, and to different degrees, the three novels deal with race. Before Underground Railroad, I wrote a zombie novel. It has nothing to do with race. It turns out race is not really important when 99% of the population is dead. Oui, donc beaucoup de gens viennent vers moi, me découvrent mon travail, ont découvert mon travail à travers Underground Railroad. Donc évidemment, et ce qui vient après. Et donc évidemment, la question de la race paraît importante. Mais avant ça, j'ai écrit un bouquin sur les zombies. Et il n'y avait pas du tout de question de race, parce qu'évidemment, quand 99% de la population est morte, la question de la race ne se pose pas, quoi. So this is not what you were saying, but often, you know, a interviewer for a magazine will say, "Why do you only write about race?" And it's like, I don't. I have a book about the World Series of Poker, a memoir. I have a book about New York City called The Colossus of New York. 13 essays about Central Park and rush hour. And it's not black rush hour, it's just rush hour. Oui, donc il y a déjà des intervieweurs, enfin des journalistes qui m'ont demandé mais pourquoi est-ce que vous écrivez toujours sur la race? Et il répond non, je n'écris pas toujours sur la race. J'ai aussi écrit des essais ou des ouvrages sur le poker, et sur le Colosse de New York et sur la rush hour, les heures de pointe. Et c'est pas les heures de pointe des Noirs, quoi. C'est les heures de pointe. Est-ce qu'il y a des moments dans l'écriture de votre livre, que ce soit dans sa conception ou vraiment dans l'écriture de ligne à ligne, où vous vous êtes fait particulièrement plaisir, où vous avez ressenti vraiment du plaisir à imaginer quelque chose ou à l'écrire? I mean really enjoyed. A more serious or depressing book like Nickel Boys does not give the day-to-day pleasure of coming up with jokes. Instead, the moments of great pleasure I remember are coming up with an image I could not have come up with 20 years before, a certain kind of sentence, a certain kind of phrasing that I could only have come up with after 8 books. So I had to write 8 books before I could write certain sentences in the Nickel Boys. Nickel Boys, par exemple, n'est pas un bouquin qui donne beaucoup de plaisir en termes de blagues, etc. Donc, c'est pas comme ça que le plaisir est venu. C'est par contre dans cette capacité que j'ai acquise après 8 romans. Il m'a fallu 8 romans pour acquérir cette capacité à écrire certaines phrases d'une certaine façon, un phrasé. Et ça, le plaisir, c'est ça, en fait. Il est là, dans cette capacité à trouver la formulation que je n'aurais peut-être pas trouvé 8 romans auparavant. There's pleasure in figuring out a problem in your book. How do I get Cora from South Carolina to North Carolina? And then one day, you're on your couch taking a depressive nap, and you wake up and say, "Oh, that's how." Oui, il y a aussi les moments où on résout un problème dans son roman. Et ça, c'est un moment de plaisir aussi. Quand, par exemple, on se demande mais comment je pourrais faire passer Cora de la Caroline du Sud à la Caroline du Nord, et on ne trouve pas la solution. Et puis un jour, alors que j'étais en train de faire une sieste déprimée ou dépressive sur mon canapé, ça y est, ça m'est venu. Et ça, c'est des moments de plaisir. Ouais. So Harlem Shuffle has all of those things I just mentioned. And in addition, a world and a bunch of characters I really enjoy hanging out with and writing. So halfway through this book, I realized that I would make it into a trilogy, 3 different novels about Ray Carney taking place in the 1960s, 1970s, and then 1980s. Oui, donc Harlem Shuffle réunit un peu tous ces plaisirs-là. Et donc j'ai vraiment, grâce à ça, trouvé énormément de plaisir
à m'attacher aux personnages, au monde que j'avais créé, et à traîner avec eux, quoi. Enfin, vraiment traîner avec mes personnages. Et c'est à peu près à la milieu du roman, en milieu de roman, que je me suis dit que j'allais en faire une trilogie, et que ça allait être la trilogie de Ray, dans les années 60, dans les années 70 et dans les années 80. So usually I finish a book and I'm like, all right, fuck that, I'm out of here. But for the first time, I finished the book, gave it to my editor, and then started the next story the next day. Oui, d'habitude, quand je finis un roman, je le finis, puis je dis, bon, allez, hop, c'est bon, c'est terminé, et je passe à autre chose, quoi. Alors que là, pour la première fois, au moment où je rendais mon premier volet à mon éditeur, ben, je me plongeais dans un deuxième roman, donc la deuxième partie de la trilogie. Le temps file et on n'a pas le temps, vraiment, c'est pas possible de survoler tous les aspects de ce roman fascinant en aussi peu de temps. Juste, c'est la dernière date de votre tournée en France. Vous avez vu plein de gens différents, plein d'endroits. Est-ce que vous sentez une différence d'accueil, quelque chose de différent dans la manière dont votre œuvre est reçue ici en France, de la manière dont elle est reçue aux États-Unis? Oh, I'm not. I don't know. Everyone seems pretty nice. I'm very lucky to do what I do, and across 25 years of writing novels, I've been down, I've been up. My second book, John Henry Days, came out in 2002, and I was invited to Italy. And I was like, wow, this is my life now, just like jet set all around the world. And then no one invited me to Europe again for like 10 years. Oui, donc ça fait... bon, tout le monde est très gentil, très accueillant, et j'ai de la chance de faire ce que je fais. Je suis heureux de faire ce que je fais. Ça fait 25 ans que ça dure. Il y a eu des hauts et il y a eu des bas. Et par exemple, mon premier roman, John Henry Days, est sorti en 2002. 2002, yeah. Et j'ai été invité en Italie à l'occasion de la sortie de ce roman, et donc je me suis dit waouh, c'est la jet set, et en fait après j'ai plus été invité en Europe pendant 10 ans. So 15 years from now, when nobody cares about my books and no one is inviting me to Europe again, I can say, oh, what a nice afternoon in Toulouse. All those nice people came out. The sun finally came out for 10 minutes. And I had a nice cassoulet. Ok, donc dans 15 ans, quand tout le monde aura oublié mon travail et que je n'aurai pas été de nouveau invité en France, je pourrai me rappeler de cet après-midi à Toulouse où tout le monde était sympa, il faisait beau pendant 10 minutes et j'ai mangé un bon cassoulet. Ok, je vais vous laisser le micro pour une poignée de minutes pour que vous ayez le temps peut-être de poser une ou deux questions à Colson. Il me reste pour ma part à vous remercier le plus chaleureusement du monde d'avoir passé ce moment avec nous au bout d'une semaine qui, je le comprends, a été très longue, très fatigante, et on apprécie vraiment, vraiment que vous soyez venu pour nous parler de votre livre. Et je suis sûr que vous aurez l'occasion de revenir souvent en Europe. Well, thank you and all of you. And you. Donc on a le temps d'une toute petite poignée de questions, si vous voulez les poser. Je suis disposé à vous prêter le micro. Bonjour Colson. J'ai bien apprécié la lecture de Harlem Shuffle. Je suis super content que ça fasse l'objet de deux autres volets, parce que j'étais un peu triste à la fin de la lecture, que ça s'arrête. Et ma question c'était, est-ce que vous pouviez développer la même chose avec le quartier du Bronx, où Bronx et Harlem, c'est totalement différent. Wow. Okay. Thank you. Yes. I'm not going into the Bronx in the other books. I do tackle. Actually, I do a little bit. Anyway, New York is it's a big city. In the second book, and now that I'm planning the third book, I'm trying to find different places that I can use for Ray Carney.
The history of the Bronx in the 50s, 60s, and 70s does come into play in the last section of the next book. So it's not the main center of action, but what's happening in the Bronx in the 1970s is important. Oui, donc il y aura, New York c'est grand, donc il va y avoir évidemment exploration d'autres lieux dans New York. Une partie se passera effectivement dans le Bronx. And in the second book of Ray Carney, what's happening in the Bronx in the 70s is very important. Ouais. Donc oui, il y aura une partie importante de ce qui arrivera à Ray Carney dans la dernière partie du roman, deuxième roman. Dans les années 70. Oui, pardon. Il y avait une... Je trouvais intéressante votre question qui lui a demandé comment était accueillie son œuvre aux États-Unis, et pour moi particulièrement dans le milieu blanc. Et là, il n'a pas répondu à ça, donc j'aimerais avoir sa réponse. White America is just America. I don't have any different reception in a white suburb or in a Harlem bookstore. The people who come out are excited about your work, which is why on the book tour, the best part of it is the bookstore event and not, talking to 20 journalists. I never leave the house. I'm a depressed shut-in. So I appreciate when people at the end of a workday come to a bookstore and take time out of their lives to see a writer present their work. Oui, blanc ou noir, en fait, bon, l'Amérique, les blancs c'est l'Amérique, quoi. Et pour lui, sa perception change. Enfin, pour moi, pardon, il faut que je passe par là. La perception du noir ou blanc, pour moi, ça n'entre pas en ligne de compte. En général, ce qui se passe, c'est que les gens qui viennent me voir dans une librairie sont des gens qui viennent pour mon travail, qui apprécient mon travail, et je suis reconnaissant aussi du fait que les gens sortent un samedi ou un dimanche pour venir me voir. Moi-même, je suis plutôt le genre à rester à l'intérieur, à déprimer, donc je suis reconnaissant que les gens sortent pour venir me voir. I mean, in terms of press reception with journalists, a lot of times in Europe, not so much in France, and I was very happy. A lot of times in Europe, instead of asking about the book, they ask about, there's a big debate about cancel culture. What do you think? I think it's a stupid topic, and it's degrading for me to answer that question. Oui, donc juste je rajoute quelque chose que j'ai oublié de traduire tout à l'heure, c'est qu'il parlait de ces tournées de promotion aux États-Unis, là, et que lui, il apprécie particulièrement les rencontres avec les lecteurs dans les librairies. Les rencontres avec les journalistes, ça l'intéresse quand même déjà beaucoup moins. Par rapport à l'Europe, ici, là, il trouve qu'on lui pose beaucoup la question, les journalistes en Europe lui posent beaucoup la question de la cancel culture, enfin, je ne sais pas comment on dit en français, cancel culture, enfin. Sauf en France, c'est vrai. Il a précisé que, pas en France, mais dans le reste de l'Europe, on pose la question. Pour lui, c'est un phénomène, voilà, c'est ridicule comme concept, et donc ce serait dégradant pour lui de répondre à cette question. There are a lot of stupid conversations about literary life, about cultural appropriation. I don't give a shit. If someone writes a crappy book, I don't have to read it. So I don't want to hear about it or talk about it. And so it was very nice that in France, the usual European preoccupation with moronic cultural issues did not come up every time. Oui, donc il a particulièrement apprécié qu'en France, on ne lui pose pas ces questions débiles d'appropriation culturelle, est-ce que cancel culture, etc. Pour lui, si un livre n'est pas bon, il n'a pas envie de le lire, et puis c'est tout. Et ouais, pour lui, ce sont vraiment des conversations stupides. Et il a apprécié qu'en France, on n'embête pas avec ce genre de questions. Une petite dernière question. Sur le sujet des livres, qu'est-ce que vous aimez lire et quel est le dernier livre qui vous a bouleversé? Sure. I mean,
Mostly now, the last few years, I'm just reading stuff for work, so crime novels and histories of New York and memoirs of people. For fun, I tend to read more nonfiction than fiction. There's a writer named Patrick Radden Keefe, has a book called Empire of Pain about the opioid crisis. I like books that are like one word, noun, and then like 500 words on one noun, like salt, shoes, hair. I love like micro-histories like that. Donc je lis essentiellement des choses pour le travail, donc beaucoup de polars, de mémoires, de bouquins d'histoire, de la non-fiction, beaucoup pour me documenter pour mon travail. Et j'ai pas didn't get, En particulier un auteur, Patrick Radcliffe. L'Empire de la Tour. Ok, merci beaucoup. Thank you so much. Thank you. Il s'agissait du romancier Colson Whitehead lors de sa venue exceptionnelle à la librairie Ombre Blanche, samedi 14 janvier 2023. Son roman, Harlem Shuffle, traduit par Charles Recourcé, est édité chez Albin Michel. Réalisation et mise en onde de cette rencontre, Radio Radio.